Merci à CSI de nous avoir invités tous à cette journée, aussi bien les participants que les conférenciers, mais nous avons tous à apprendre les uns des autres. Et c'est important de s'intéresser en général à tout ce qui se passe dans le monde, s'intéresser aux différents conflits, aux différentes détresses, et n'oubliez jamais personne. Il n'y a pas de grand peuple ou de petit peuple, de grand pays ou de petit pays. Il y a l'existence de l'humanité et l'être humain. Et voilà, c'est peut-être ce qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, je vais essayer, dans ce temps qui m'est imparti, de vous présenter les grandes lignes, mais assez rapidement, de l'histoire de l'Arménie et des Arméniens, le but étant d'arriver à la situation actuelle, de parler de ce qui se passe aujourd'hui en Arménie, en Artsakh, le Karabakh. Alors déjà, juste une précision, certains posent la question, pourquoi des fois on dit Karabakh au Karabakh, d'autres fois on dit Artsakh? On va faire simple. Les Arméniens parlent de l'Artsakh parce que c'est le nom historique depuis plus de 2000 ans. Et le mot Karabakh au Karabakh est venu plus tardivement, vers le 19e siècle, 18-19e siècle. Et à la période soviétique, c'est ce mot qui était employé, hein, le Karabakh montagneux, si on traduit directement du russe au Karabakh. Au Karabakh, ça entraîne qu'il y a un bas Karabakh, un Karabakh de la plaine. Voilà, donc des fois je dirais Karabakh, des fois je dirais Artsakh, on parle de la même chose. Et en ce qui concerne donc ce thème principal de l'Artsakh, du Karabakh, je vous signale juste un très bel ouvrage, Artsakh, Histoire du Karabakh, co-écrit par Patrick Donabédian, ici présent, et Claude Moutafian, qui nous a rejoint et réjoui par sa présence, qui est avec nous. Voilà, c'est écrit en 1991, lorsque en 88 les événements ont repris. Il y a aussi un précis de l'histoire de l'Artsakh qui a été écrit en 2013, très rapidement. Vous pourrez le consulter, ça donne quelques lignes, disons, directrices. Et alors, ce qui est sorti l'an dernier, en 2022, sous la direction d'Éric Denessé et Tigran Yegavian, le Haut-Karabakh, le livre noir, avec des interventions de différentes personnes, de différents milieux. Et ça, vraiment, c'est la référence actuellement quand on parle du Karabakh. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que les Arméniens que vous rencontrez en France ou dans le monde entier viennent de quelque part. Ils viennent d'une région en particulier. Et nous avons d'illustres connaisseurs de l'Arménie et du Caucase. D'entre eux vont intervenir, Patrick Donabédian, Anna Routier. Claude Moutafian aurait pu intervenir, hein, mais je suis sûr qu'il apportera son regard aussi de temps en temps dans la journée. En réalité, parler de l'Arménie et des Arméniens, c'est périlleux, parce qu'à la fois, c'est une vieille histoire, et en même temps, c'est une réalité, une actualité aujourd'hui. Et très peu de personnes arrivent à cerner souvent les enjeux, ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Mais je n'ai pas la prétention de vous présenter d'une manière exhaustive le sujet, mais donner quand même quelques pistes. Nous aurons au cours de cet entretien maintenant l'occasion de voir plusieurs cartes de géographie. Et nous devons la plupart de ces cartes à un livre qui s'appelle donc
l'atlas historique de l'Arménie, qui a été écrit par Claude Moutafian, ici présent. Alors merci Claude pour ce beau travail que nous utilisons encore aujourd'hui. Alors, quand on dit Arménie, on pense souvent à deux aspects. Un, c'est le mont Ararat que nous avons devant nous, et cette montagne biblique, une montagne pour l'humanité, et puis également une église, ce monastère qui est au pied de l'Ararat. Et ce qui est intéressant, c'est que le monastère se trouve actuellement sur le territoire de l'Arménie et le mont Ararat est sur le territoire de la Turquie. La frontière, elle est quelque part derrière, d'accord ? Il y a, plutôt par ici, il y a une rivière, un fleuve qui sépare l'Arménie de la Turquie. Mais vous devez savoir que pour l'Arménien, l'Ararat, c'est l'Arménie. L'Ararat est dans son cœur et dans son esprit. Mais l'Ararat est important pour le monde entier. Si on croit à l'histoire du déluge, comme j'y crois, j'espère qu'il y en a quelques autres qui y croient aussi, eh bien, la vie a repris dans cette région. Noé, le déluge, et puis la vie a repris. Et quelque part, Noé et sa petite famille sont le départ du renouveau d'une humanité qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alors, on ne dira pas que nous sommes tous des Arméniens d'origine, n'est-ce pas, hein? Mais quand même, pour l'Arménien, l'Ararat, cette région, c'est vraiment important. Entre parenthèses, quand on visitait l'Arménie, déjà à l'époque soviétique, les guides de tourisme se plaisaient à nous raconter l'histoire suivante. À l'époque soviétique, la Turquie a protesté contre le pouvoir central à Moscou parce que l'Arménie avait dans son emblème le mont Ararat, disant que ce n'est pas acceptable, l'Ararat est en Turquie, pourquoi l'Arménie ? La diplomatie soviétique à l'époque aurait répondu « on comprend tout à fait », mais on a remarqué que sur le drapeau turc, il y avait la lune. Voilà, donc l'affaire s'est terminée comme cela. Alors, nous n'allons pas rentrer dans cette problématique. Quand on parle de l'Arménie, il faut comprendre la région. La région, c'est en gros, par rapport à la carte de géographie actuelle de la Turquie, l'est de la Turquie. On parle de l'Arménie et on se souvient que dans cette région ici, il y a eu, jusqu'au 8e siècle, cette région, ce royaume de l'Urartu. Les spécialistes vous donneront plus de détails sur le lien Urartu-Arménie. Et en tous les cas, ce qui est important, c'est que pour l'histoire de l'Arménie, eh bien, cette grande Arménie qui est là, et on parlera plus tard de l'Arménie, du royaume d'Arménie en Cilicie, eh bien, c'est une région qui existe, même si actuellement, on va le voir, c'est juste une petite partie de ce royaume d'Arménie, de cette grande Arménie, qui est habitée aujourd'hui par les Arméniens qui forment l'Arménie actuelle. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, vous voyez le développement de l'Arménie, toujours cette région, avec des fois des territoires en plus, des territoires en moins. On arrive au IIe siècle avant Jésus-Christ, toujours une évolution de cette Arménie. Et ça, tout en jaune, pour les Arméniens, c'est quand même une belle carte de géographie, ce qu'on appelle en arménien « Dzovizot Hayastan », de la mer à la mer, l'Arménie. Et vous voyez ici la mer Méditerranée, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est en jaune, ici, jusqu'à la mer Caspienne. Ça va jusqu'au Liban d'aujourd'hui, jusqu'à une partie d'Israël. Donc, mais ça n'a duré que quelques années, donc ne vous faites pas de soucis. Alors, c'est intéressant,
J'ai eu l'occasion il y a quelques jours de présenter en partie cette conférence à un public et une personne s'est approchée de moi et m'a dit « Vous avez montré cette grande Arménie, mais je ne savais pas que les Arméniens étaient des conquérants. » Parce qu'en général, on pense que l'Arménie subit toujours, mais là, apparemment, ça s'est pas trop mal passé. Évolution, on arrive autour de l'an 301, et je ne vais pas développer. L'Arménie est marquée largement par l'acceptation de la foi chrétienne. Il en sera parlé par nos orateurs dans la journée. En tous les cas, en l'an 301, en tous les cas vers cette date, le roi arménien se convertit au christianisme et décrète que son État devient un État chrétien. Premier État chrétien au monde. Alors certains Arméniens disent « Nous sommes les premiers chrétiens au monde ». Non, les premiers chrétiens, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Mais quand même, en tant qu'État, on voit cette belle histoire. Et dans le siècle qui suivra, les Arméniens auront besoin d'avoir un alphabet en langue arménienne pour pouvoir, dans le but de pouvoir traduire la Bible en langue arménienne. Là aussi, c'est une évolution chez les Arméniens et jusqu'à aujourd'hui, le christianisme jouera un rôle important. Nous sommes autour de l'an 1000 et dans cette région ici, qui est actuellement en grande partie en Turquie, puis la frontière, on verra tout à l'heure avec l'Arménie actuelle, eh bien, il y a encore quelques rois, princes arméniens, mais à partir du début du XIe siècle, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, pendant 1000 ans, les Arméniens continueront à habiter dans leur région historique sans avoir d'indépendance, en ce qui concerne la Grande Arménie. Alors, il y a entre le XIe et le XIVe siècle, pendant près de 300 ans, un royaume d'Arménie en Cilicie. La Cilicie, vous voyez ici, là, et pour ceux qui se rappellent de leur instruction chrétienne, il y a ici une ville célèbre, Tars, l'apôtre Paul, Paul de Tars. En tous les cas, alors avec des frontières qui ont un petit peu varié pendant les 3 siècles, mais dans cette région, eh bien, les Arméniens auront un royaume d'Arménie, par la suite des liens avec la France au travers des différentes croisades. Mais il faut savoir que après la perte de ce royaume d'Arménie en Cilicie en 1375, donc déjà depuis le début du XIe siècle, il n'y avait plus de Grande Arménie, il n'y a plus ensuite d'Arménie en Cilicie, et donc les Arméniens vont vivre. Alors cette Arménie, je vais pas le détailler, mais ce sont des princes qui viennent de l'Arménie, de la Grande Arménie et qui s'installent dans cette région. Le grand spécialiste, c'est encore Claude Moutafian. Je suis désolé de te citer, Claude, mais voilà, c'est un honneur pour nous de t'avoir ici aujourd'hui. Cette région-là, regardez la date, on est en 1920, c'est une période où, de 1918 ou à 1920, un peu plus petit que ceci, il y a une Arménie indépendante. 1920, c'est la soviétisation. Mais la grande histoire pour les Arméniens, le grand malheur, ce sont les massacres dans le cas de l'Empire ottoman, à la fin du 19e siècle, 1894-1896. On dit entre 100 000 et 300 000 Arméniens. Les chiffres sont difficiles à déterminer, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose de terrible, à la fois les Arméniens qui habitent cette région ici de l'est de la Turquie actuelle, mais également dans la région cilicienne. Et pour les Arméniens, c'est en quelque sorte le début du gouffre et de l'enfer. C'est une période du 19e siècle où les Arméniens espèrent, avec l'aide de l'Occident, qu'il se passe des réformes en leur faveur dans le cas de l'Empire ottoman. Il n'y a pas que les Arméniens qui sont à l'époque maltraités. Tout ce qui est
non musulmans, les chrétiens, les juifs. Donc ce n'est pas simple. Et par la suite, en 1915, on va faire vite, je ne détaille pas ce qui se passe entre 1915, c'est le génocide des Arméniens, près de 1,5 million de personnes qui sont massacrées, tuées ou mortes sur les routes de l'exil dans les déserts de Syrie. Et c'est à partir de là que la diaspora arménienne, celle que vous connaissez, si vous avez des amis d'origine arménienne en France, en Suisse, en Europe en tous les cas, sachez que c'est après ce génocide qu'ils sont venus en France. Dans un premier temps, certains se sont réfugiés dans la région de Alep, de Beyrouth. N'oubliez pas que ça passe après la guerre sous mandat français. Et lorsque, à partir de 1922, 23, 24, c'est alors que l'Empire ottoman a perdu la guerre du côté de l'Allemagne, mais après, au début des années 20, Mustafa Kemal Atatürk qui reprend le contrôle. Donc plus d'espoir pour les Arméniens qui sont dans cette région, pour les rescapés, de continuer leur présence. Et la plupart partent vers l'Occident, bien qu'une communauté arménienne jusqu'à aujourd'hui en Syrie et au Liban continue de s'organiser dans les difficultés qu'on connaît. Ça, c'est la carte actuelle, ce qui se passe. Donc, la Turquie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Iran. L'Arménie, depuis 1920, essaie de s'organiser, de vivre. Régime soviétique, certains ont apprécié, d'autres ont moins apprécié, donc on ne rentre pas dans les détails, mais en tous les cas, cette Arménie, elle s'est développée dans tous les domaines. Au niveau politique, moins, mais au niveau éducatif, culturel, dans beaucoup de domaines, vraiment, cette Arménie, elle a repris en quelque sorte de l'importance et elle est pour les Arméniens de la diaspora, jusque donc en 1991, lorsqu'il y a l'implosion de l'ex-URSS, elle est ce cœur qui donne espoir aux Arméniens. Il y a un territoire qui s'appelle Arménie. Pour parler de la situation d'aujourd'hui, maintenant, Arménie-Karabakh, il faut savoir qu'à la fin de la période soviétique, en 1987, au mois d'août, les Arméniens qui sont ici, là, le Karabakh, en Artsakh, plusieurs dizaines de milliers de personnes signent une pétition et demandent leur rattachement à l'Arménie. Alors, il faut savoir que au début des années 1920, quand se forment les différentes républiques soviétiques, celles du Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, jusqu'à ce que ça devienne ensuite l'URSS. Le Karabakh, d'une part, ici, et la région ici qui s'appelle Nakhitchevan, sont disputés par les deux pouvoirs qui sont là, le pouvoir bolchevique ici en Arménie et celui qui est en Azerbaïdjan. Sans rentrer dans les détails, il y a de courtes périodes où la décision est prise que ces deux régions, Nakhitchevan, Karabakh, vont faire partie de l'Arménie, puis finalement, décision définitive, elles feront partie de l'Azerbaïdjan, comme des régions autonomes. Sous Staline, donc 1921-22. Il faut savoir, regardez l'Azerbaïdjan ici, d'accord? Vous voyez ici Nakhitchevan. Nakhitchevan n'a pas de frontière avec l'Azerbaïdjan, mais fait partie de l'Azerbaïdjan. Alors que, bon, ici, et toute cette région, et la région ici du côté turc, là, la région de Kars, ce sont des régions typiquement historiques arméniennes.
Et en ce qui concerne donc le Karabakh qui est à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan, le Karabakh donc, fait partie, à partir du début des années 20, de l'Azerbaïdjan comme une région autonome. Ça veut dire qu'il y a une forme d'autonomie, mais en réalité, c'est le pouvoir de Bakou qui décide de toutes choses. Au début de l'année 1988, exactement le 20 février, il y a quelques jours, on a fêté les 35 ans de cet événement. Eh bien, les Arméniens à Stepanakert c'est ici, c'est la capitale du Karabakh, décident de leur rattachement à l'Arménie. Il y a des mouvements de foule, c'est très nombreux. C'est relayé ici à Erevan par des centaines de milliers de personnes et c'est relayé aussi en diaspora, un petit peu partout. En tous les cas, Patrick, Claude doivent s'en souvenir. Moi, je sais que j'étais en poste de pasteur à Paris à ce moment-là. Eh bien, à partir de février 1988 et pendant des mois, eh bien, on a régulièrement manifesté devant l'ambassade de l'ex-URSS ou alors pour sensibiliser les politiques en France. La réponse côté azerbaïdjanais, eh bien, ce sont différents pogroms. À partir de ce moment-là, va commencer une période où, en gros, de 1988 à 1990, ce qui était au début de simple vexation s'est transformé en guérilla, en véritable, parce qu'il y avait des pogroms anti-arméniens, d'une part de la part des autorités de l'Azerbaïdjan, d'autre part, le pouvoir soviétique, avec des troupes qu'on appelait les OMON, était plutôt favorable à l'Azerbaïdjan pour différentes raisons, parce que côté arménien, au Karabakh d'une part, en Arménie d'autre part, il y avait des motions qui étaient votées, présentées au pouvoir central à Moscou, pour que dans le cas de la constitution soviétique, tout se fasse normalement, mais en face, c'était une réaction sauvage, une réaction de répression. En Arménie, donc, à partir du mois de février 1988, se crée ce qu'on appelle le mouvement Karabakh. Et dans ce mouvement Karabakh, il y a donc une douzaine de personnes, dont le futur président, Levon Ter-Petrosyan, ou le futur premier ministre, Vasken Manoukian. Et ceux-là même, pendant leur combat, arrivent en 1990, c'est toujours la période soviétique, à prendre le pouvoir par les élections. Et Levon Ter-Petrosyan est élu président du Présidium, du Parlement. On va attendre 1991, où l'ex-URSS implose et puis chaque république prend son indépendance. C'est le cas de l'Arménie. Mais l'histoire du Karabakh ne sera pas réglée pour autant. Ce qui était au départ juste un combat Karabakh-Azerbaïdjan, avec le soutien, on va dire, moral de l'Arménie, un soutien qui était plus que moral en réalité, à partir de 1990-91, c'est carrément une guerre où les deux pays sont impliqués, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En 1994, au mois de mai, il y a un cessez-le-feu qui est signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le cessez-le-feu, une précision, est à la demande de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, qui au début du conflit était... les résultats étaient plutôt en faveur de l'Azerbaïdjan, et puis au fur et à mesure, les Arméniens... Alors il faut savoir que pour les Arméniens du Karabakh et d'Arménie et du monde entier, c'était pas qu'une question de territoire à garder. En réalité, c'est une question de vie ou de mort pour eux. Des fois, on présente ce conflit comme une question de territoire. Bien sûr, le territoire a sa place, mais ce n'est pas qu'une question de territoire. Et si les Arméniens, au niveau militaire, ont gagné,
c'est parce qu'ils savaient pourquoi ils se battaient. Côté azerbaïdjanais, les informations qu'on avait, en tous les cas, les soldats qui allaient se battre, ils y allaient, mais pour eux, le Karabakh ne représentait pas ce que ça représentait pour les Arméniens. Pourquoi? Pour les Arméniens, c'était pratiquement 2500 ans d'histoire, la présence arménienne en Artsakh, au Karabakh. La présence azérie dans cette région était que depuis quelques siècles, sans rentrer dans les détails. Lorsque il y a ce cessez-le-feu en 1994, l'Arménie a réussi à faire une chose, à non seulement, là on voit mieux, non seulement les Arméniens arrivent à garder le Karabakh, c'est là ce qui est en rouge, ça c'est en gros 4500 km². Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'Arménie va se débrouiller pour prendre des territoires qui sont autour du Karabakh. Vous voyez, à partir d'ici, là, vous descendez, on arrive jusqu'à la frontière avec l'Iran, donc c'est-à-dire, ça c'est un fleuve, le fleuve Arax, qui fait frontière entre Arménie et Iran, et pareil, Azerbaïdjan, Iran ou Nakhitchevan, Iran. Entre parenthèses, si vous êtes intéressé, vous voyez ici, là, le Nakhitchevan a une petite frontière avec la Turquie. En réalité, jusqu'en, je crois que c'est 1939, jusqu'à la fin des années 30, il n'y avait pas de frontière ici. Et les autorités turques, les Turcs sont diplomates, prévoyants, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent que s'ils n'y arriveront pas aujourd'hui, ils y arriveront dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, mais ils y arriveront. Donc, ils négocient avec l'Iran une frontière ici, Turquie-Nakhitchevan, et en compensation, la Turquie a donné un bout de territoire quelque part. Je dis cela parce que tout à l'heure, vous allez voir pourquoi c'est important. Voilà, sur cette photo, on comprend mieux. Là, en rouge, c'est le Karabakh qui a été en quelque sorte conservé par les Arméniens, on va dire comme ça. Mais alors, tout autour, cette partie en gris foncé, en gris, c'est ce qu'on appelle les 7 régions adjacentes avec celle ici aussi de Agdam. Ce sont des régions qui ont été prises pour des questions de sécurité, pour être protégées de différentes attaques de la part de l'Azerbaïdjan. Historiquement, c'est l'Arménie également. Mais, disons, si on s'en tient à la configuration soviétique, il n'y a que cette partie rouge qui était en quelque sorte arménienne, avec ici, on verra tout à l'heure, une route qui relie le Karabakh, l'Artsakh à l'Arménie. Pendant le conflit de 2020, eh bien, ça a été un conflit catastrophique pour les Arméniens. Parce qu'entre 1994 et 2020, le Karabakh s'est développé de différentes manières. Ces territoires qui avaient été libérés autour, pour question de sécurité, progressivement étaient également exploités. Pas assez d'après certains, mais en tous les cas, c'était... Alors, 4500 plus 8000 km², c'est-à-dire 12 500 km². En souvenant que l'Arménie, c'est 29 500 km². Donc, vous ajoutez maintenant 12 500. Officiellement, l'Arménie n'a pas reconnu l'indépendance du Karabakh pour ne pas compliquer le scénario des pourparlers. Et ici, on se rend compte de ce qui s'est passé en 2020. En 2020, le 27 septembre, et pendant 44 jours, l'Azerbaïdjan, qui s'était bien préparé pour la guerre. Les Arméniens peut-être n'ont pas mesuré à quel point il y avait eu un déséquilibre des forces. Parce que en 1994, les Arméniens ont gagné, mais de 1994 à 2020, l'Azerbaïdjan, par toute son
toute son économie, par ses richesses pétrolières, gazières ou autres, c'est armé. Et l'armement de l'Azerbaïdjan, c'est d'une part son propre budget, mais c'est aussi l'aide de la Turquie, c'est également l'aide d'un pays comme le Pakistan, c'est l'aide d'Israël au travers de ventes d'armement, au travers d'instructeurs israéliens présents en période de paix comme en période de guerre du côté de l'Azerbaïdjan, ce qui est d'ailleurs une déception pour les Arméniens, mais après d'autres disent business is business. Et puis, on va le voir tout à l'heure, Israël a un intérêt à être présent en Azerbaïdjan. Alors regardez, cette partie-là, c'est donc ce qui reste aujourd'hui après la guerre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les Arméniens de l'Artsakh, ils ont perdu, regardez ici, l'ancienne frontière, c'est ça, d'accord? Le sud du Karabakh. Et durant la guerre, les pays occidentaux ont essayé d'intervenir pour la faire cesser, bien sûr. L'Europe, les États-Unis. Le pays qui a réussi à être médiateur, c'est la Russie. Il faut savoir que depuis 1992 existait un groupe qu'on appelle le groupe de Minsk. Et ce groupe de Minsk a été créé par l'OSCE, Organisation de sécurité et coopération en Europe. Ça regroupe une cinquantaine de pays, essentiellement d'Europe et puis également d'Amérique du Nord. Et l'OSCE avait confié à 3 pays, les États-Unis, la France et la Russie, d'aider Arméniens et Azéris à trouver une solution à ce conflit. Donc depuis 1992, ce groupe essayait de travailler dans ce sens-là. Et il faut dire que il n'y a jamais eu vraiment de résultats tangibles. Il y a eu des avancées, il y a eu des propositions de résolution qui n'ont jamais été acceptées côté azerbaïdjanais. Côté arménien, il y avait aussi des exigences. On ne rentre pas dans les détails. En tous les cas, ils n'arrivaient pas à trouver de solution. La Russie a joué un jeu très intéressant en 2020, alors que l'Azerbaïdjan était prête à pratiquement prendre tout. Au bout d'un moment, c'était le 9 novembre 2020, au bout de 44 jours de guerre, la Russie a convoqué à la fois le président azerbaïdjanais et le premier ministre arménien pour dire il faut signer un accord enfin en tous les cas, un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu a été signé. Ce cessez-le-feu disait l'armée azerbaïdjanaise, là où elle se trouve, elle doit s'arrêter. Elle ne doit pas continuer ses opérations. Et autre chose, c'est qu'il a été demandé à l'Arménie, vous voyez les régions là, cette région en bleu, en blanc ici, également cette région en bleu clair, il a été dit aux Arméniens, ces régions sont encore entre vos mains militairement parlant, mais par l'accord du 9 novembre 2020, vous allez les céder à l'Azerbaïdjan. C'était traumatisant pour alors, de céder des territoires parce que une armée vous envahit, c'est une chose, mais c'était des territoires où vous étiez présent militairement parlant. Alors, les explications étant que si les Azerbaïdjanais avaient continué, ils auraient certainement tout pris. Ça, c'est encore à prouver, mais enfin, en tous les cas, voilà la situation le 9 novembre 2020. Et du coup, la Russie, en étant seul médiateur, s'est retrouvé le principal interlocuteur des Arméniens et des Azerbaïdjanais. Français, Américains qui avaient essayé pendant cette guerre de jouer un rôle sans réussite, se sont retrouvés pratiquement hors jeu de ces négociations. Alors, cette carte pour nous aider un petit peu à comprendre quels sont les partenaires directs dans cette guerre et dans cette situation. D'une part, on a l'Azerbaïdjan, bien sûr, les Arméniens du Karabakh, l'Arménie qui, pendant la guerre de 2020, a fait ce qu'elle a pu. Certains ont reproché à l'Arménie de ne pas s'être engagée davantage, mais ça, c'est
l'histoire qui nous dira à l'avenir. On n'a pas tous les éléments aujourd'hui. On a un pays comme la Géorgie, très intéressant la Géorgie, parce que la Géorgie, alors, il y en a qui essaient de présenter le conflit Azerbaïdjan-Karabakh, Azerbaïdjan-Arménie comme un conflit religieux. Arménie chrétienne, Azerbaïdjan musulmane. Mais le cas de la Géorgie est à 85% chrétienne, 10-15% musulmans, donc essentiellement c'est un pays chrétien. La Géorgie est restée dans la neutralité, parce que la Géorgie, en réalité, depuis plusieurs années, développe avec la Turquie d'une part et avec l'Azerbaïdjan d'autre part des liens économiques, stratégiques, militaires. Et donc, la Géorgie n'est pas ennemie de l'Arménie. On ne peut pas dire que la Géorgie soit très amie de l'Arménie. Voilà, pour parler en termes, disons, corrects. Du coup, on se retrouve avec la Turquie ici. Alors, il faut savoir que la Turquie a joué un rôle essentiel dans la victoire de l'Azerbaïdjan durant cette guerre de 2020. La Turquie non seulement a fourni des armements à l'Azerbaïdjan, mais la Turquie a aidé par des dizaines d'instructeurs généraux présents en Turquie avec des bases ici ou même en Azerbaïdjan pour que cette guerre soit gagnée par l'Azerbaïdjan. La Turquie a fait venir des milliers de djihadistes syriens, libyens en Azerbaïdjan dont pendant que l'Azerbaïdjan attaquait le Karabakh, ces mercenaires, donc djihadistes, ont largement contribué à la victoire de l'Azerbaïdjan. Des mercenaires envoyés du Pakistan également. Tout cela, donc, on le doit en grande partie à la Turquie. Et pour être franc, ce n'est pas l'Azerbaïdjan qui a gagné la guerre contre les Arméniens du Karabakh. C'est plutôt la Turquie qui l'a gagnée. Certains disent que s'il y avait eu que Azerbaïdjan, Arménie, Karabakh, ça aurait pu être différent, encore à prouver. En tous les cas, ça n'aurait pas été aussi catastrophique que ce que ça a été. Donc voilà la Turquie. L'Iran ici. L'Iran est le seul, entre guillemets, ami déclaré de l'Arménie. Alors quand on dit donc des fois conflit religieux, alors que comprendre? Une Géorgie chrétienne qui reste neutre mais plutôt pro-turque, pro-azerbaïdjanaise. Un Iran musulman, même si c'est une différence d'islam, c'est quand même l'islam. Un Iran qui est intéressé par l'Arménie. Pourquoi l'Iran est intéressé par l'Arménie? Bien, tout simplement parce que l'Iran a une frontière avec l'Arménie, d'une part. D'autre part, dans le nord-ouest de l'Iran ici, il y a des millions de citoyens iraniens qui sont d'origine azerbaïdjanaise. Et ensuite, parce que l'Iran a très peur, et on n'en a pas encore parlé, mais j'aurais dû en parler déjà depuis longtemps, mais je l'ai laissé pour maintenant, de la raison de ce conflit aujourd'hui. Une des raisons, c'est l'appétit turc de la Turquie de créer, dans le cadre d'une philosophie pan-turque, pan-touraniste, un lien entre, regardez ici, la Turquie et cette fameuse route-là, ce fameux passage entre la Turquie et Nakhitchevan, qui n'existait pas il y a 60 ans, 70 ans en arrière. Donc les Turcs veulent avoir une liaison à la fois routière, chemin de fer, transport d'énergie, rentrer au Nakhitchevan, qui est l'Azerbaïdjan, avoir quelque part dans le sud de l'Arménie, ça peut être ici, le long de la frontière, ça peut être plus haut, un lien avec le sud du Karabakh, bon, c'est l'Azerbaïdjan, et d'Azerbaïdjan partir jusqu'en Asie centrale. Voilà, ça c'est le grand rêve de plus de 100 ans en arrière. Et comme quoi, quand on est patient, les choses peuvent arriver. Enfin, nous, on espère que ça n'arrivera pas tout à fait, mais en tous les cas, côté turc, voilà le plan. Alors, l'Iran ne veut pas du tout de ce grand tracé, parce que l'Iran a d'autres intérêts économiques. L'Iran veut que certains liens avec l'Occident
se passe par Iran, Arménie et plus au nord. Mais l'Iran est le seul pays qui a déclaré qu'il interviendrait militairement en Arménie si jamais la Turquie et l'Azerbaïdjan essayaient de couper le sud de l'Arménie. Alors vous allez dire, mais quel est le problème? Une route est une route. Le problème, c'est que l'Azerbaïdjan exige, bien sûr avec la Turquie derrière, que cette route soit extraterritoriale. C'est-à-dire que les Arméniens n'auraient plus de contrôle sur ce qui se passe sur cette route, chemin de fer, transport routier et puis tout ce qui est également transport d'énergie. On n'a pas parlé d'un autre élément direct maintenant, c'est celui de la Russie. Alors on a parlé de la Russie d'une autre manière, mais oui. Donc la Russie, elle n'est pas loin. Regardez, la Russie, bon, après c'est en haut, c'est à droite, enfin c'est immense la Russie. C'est vraiment... Mais la Russie, elle n'est pas loin. Le Daghestan, qui est une région du Sud-Caucase ou Nord-Caucase de la Russie, eh bien, a une frontière avec l'Azerbaïdjan et ici, frontière bien sûr avec la Géorgie, n'est-ce pas? Alors, la Russie est intéressée au premier plan par la région du Caucase parce que la Russie, depuis pratiquement 200 ans, elle est maître après Dieu dans cette région. La Russie tsare, d'une part, la Russie soviétique, et puis la Fédération de Russie d'aujourd'hui. Et la Russie veut être le maître vraiment dans cette région, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Il faut dire que la Géorgie a été mauvais élève ces dernières années, puisque la Géorgie a décidé de chasser la présence militaire russe, qui était exactement par ici, dans la région de Akhalkalak. Cette base a été dégagée. En 2008, la Géorgie a essayé de lancer une guerre de libération ici, là, vers l'Ossétie du Sud, après avoir perdu au début des années 90 l'Abkhazie. La Russie a réagi d'une manière très énergique. La Russie est rentrée dans le sud de l'Ossétie et puis s'est approchée de Tbilissi. Ça a duré que quelques jours. Finalement, les choses sont calmées. Mais à la suite de cette rébellion géorgienne contre la Russie, la Géorgie a perdu son Ossétie du Sud et l'Abkhazie qui était déjà perdue. Ces deux régions se sont déclarées indépendantes et la Russie a reconnu l'indépendance et de l'Abkhazie et de l'Ossétie. À ce moment-là, côté arménien, on disait regardez, la Géorgie, elle s'est rebellée contre la Russie, elle a été punie, elle a perdu ces deux régions. Nous, les Arméniens, on est des élèves sages, d'accord? On ne se rebelle pas contre la Russie. La Russie, elle est présente. Voilà, ici, il y a une ville qui s'appelle Gümri, à la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Il y a une grande base militaire russe. Donc, nous, les Russes, ils sont en Arménie. S'il nous arrive quelque chose, ils nous garderont, ils nous protégeront. Sauf que pendant le conflit de l'Artsakh, du Karabakh, la Russie a soufflé le chaud et le froid, comme elle l'a fait dans d'autres périodes. Et ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que la déclaration du 9 novembre 2020, cessez-le-feu, la Russie a imposé la présence de 2000 soldats, des sortes de casques bleus russes, à l'intérieur du territoire de l'Azerbaïdjan, aux frontières, pour protéger donc l'Artsakh pour pas que la Russie... Pardon. Donc, en gros, voilà, les casques bleus russes sont ici et on va mieux les voir maintenant. Alors, à l'intérieur, oui, il y a un truc. À l'intérieur du Karabakh, donc côté arménien, ce qui reste du Karabakh, de l'Artsakh, ce sont les soldats russes. Tout autour, vous voyez, drapeau azerbaïdjanais, c'est l'armée azerbaïdjanaise.
la Russie a réussi à imposer sa présence militaire sur le sol de l'Azerbaïdjan. Parce que le Karabakh, l'Artsakh, officiellement, c'est l'Azerbaïdjan. Donc, coup de poker pour les Russes qui arrivent à s'imposer ici. Et le problème d'aujourd'hui, je terminerai par là, et s'il y a quelques questions, vous pourrez bien sûr vous exprimer. Le problème d'aujourd'hui, c'est que depuis 2 ans, eh bien, les Arméniens en Artsakh, au Karabakh, sont en insécurité. Insécurité parce que la guerre de 2020 a fait plus de 5000 morts, des blessés, perte de territoire, humiliation. On parle de capitulation côté arménien, voilà, psychologiquement en Artsakh, en Arménie, en diaspora. Et dans ce contexte-là, eh bien, les Arméniens ne savent plus trop quels sont leurs vrais amis, quelles sont les forces qui peuvent les aider à sortir de cette situation. Les Russes continuent à dire « sans nous, vous ne pouvez rien faire ». Mais du coup, côté arménien, depuis ces dernières années, les autorités arméniennes se tournent davantage vers l'Occident. C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. La France essaie de jouer un rôle, disons, moteur dans tout cela pour trouver des solutions. Des solutions à quoi, au fait? Eh bien, d'une part, que va devenir ce bout de territoire qui reste? Vous savez que depuis 2 mois et demi, il y a un blocus. Voilà ce fameux corridor de la Chine qu'on voit ici. Donc, la liaison entre le Karabakh arménien, qui reste entre les mains des Arméniens et l'Arménie. L'Azerbaïdjan a bloqué ce corridor. Je ne rentre pas dans les détails. Tout ce que ça entraîne comme privation pour les 120 000 Arméniens qui sont là-bas, enfants, adultes, personnes âgées, personnes malades, manque de nourriture, de médicaments, enfin voilà, peur, hein, peur. Et du coup, l'Azerbaïdjan se permet d'une part d'asphyxier ce qui reste du Karabakh, de l'Artsakh, mais l'Azerbaïdjan a fait autre chose. L'Azerbaïdjan, en 2021 et 2022, à 2-3 reprises, est intervenu sur le territoire indépendant de l'Arménie. Et voilà donc, toute cette région, la regardez, frontière avec l'Azerbaïdjan, eh bien, à différents moments, il y a eu des incursions azéries sur le territoire souverain de l'Arménie. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 140-150 km² du territoire souverain de l'Arménie, donc qui est occupé par l'Azerbaïdjan. Quand il s'agissait du Karabakh, de l'Artsakh, les différentes nations disaient « on ne peut rien, c'est le territoire de l'Azerbaïdjan ». Et là, il s'agit de l'Arménie, et encore, on ne fait rien. Si ce n'est que l'Union européenne a envoyé pendant 2 mois une centaine d'observateurs. Là, depuis la semaine dernière, de nouveau des observateurs pour 2 ans. Mais on sait très bien qu'ils ne pourront rien faire de particulier, si ce n'est donner de bonnes informations. Les Russes sont mécontents en disant « vous êtes là pour surveiller l'action de nos troupes ». Et nous comprenons que, en réalité, eh bien, la situation d'aujourd'hui, d'une part pour l'Artsakh et d'autre part pour l'Arménie, est une situation très préoccupante, alarmante. Certains parlent de nettoyage ethnique, voire génocide prévu contre les Arméniens de l'Artsakh, voire pourquoi, je terminerai par là, pourquoi pas même invasion de l'Arménie. Le président Aliyev a bien dit il y a quelques semaines, il existe aujourd'hui l'Azerbaïdjan occidental, et quand il montre l'Azerbaïdjan occidental sur la carte, il s'agit de toute cette région du sud. Il dit même que Erevan et le lac Sevan, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Voilà, je vous remercie, et puis s'il y a quelques questions, on prend quelques minutes.